Les entretiens des patriotes, bonjour à tous. Loi immigration censurée, le Conseil constitutionnel, un doigt à la démocratie et les paysans à Paris. Avant de traiter ces deux informations et beaucoup d'autres, vous connaissez le rituel sur cette chaîne. Je veux commencer cet entretien par remercier tous ceux qui me permettent de le faire en me finançant à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur les fidèles parmi les fidèles, Claudine Warin, Josette Piedfort, ma chère Yvette Poré, Jean-Luc Périlly, Jacqueline Day, Radar et Françoise Oriot. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier, vous êtes formidables. Nous formons une belle équipe. La réinformation. N'oubliez pas de lever le petit pouce, d'écrire de gentils messages et de diffuser sur d'autres réseaux sociaux. Les gros titres aujourd'hui, c'est Laurent Fabius. J'ai surligné les passages que j'ai fait semblant d'accepter. Je compte sur vous pour les censurer. Est-ce que ce dessin résume la situation ? Et oui, parfaitement. C'est Emmanuel Macron, et c'est une première dans l'histoire de la Ve République, qui a demandé au président du Conseil constitutionnel de censurer une partie de la loi qu'il a fait voter. Oui, c'est quelque chose d'assez unique. Il n'a pas présenté tous les articles de loi, non. Il a donné au Conseil constitutionnel les articles qu'il voulait censurer et Laurent Fabius s'est exécuté. Regardons de plus près la constitution justement de ce Conseil constitutionnel. Laurent Fabius, Alain Juppé, Jacqueline Gouraud, ce sont des gens qui sont appelés des sages. Est-ce qu'on peut appeler un sage Alain Juppé ? Il a été condamné au début des années 2000 pour financement illégal de partis politiques. Est-ce qu'on peut appeler Laurent Fabius un sage ? Il a été en effet lié à l'histoire du sang contaminé. Et Jacqueline Gouraud, nommée par Emmanuel Macron, regardons-la de plus près. Jacqueline Gouraud, au Conseil constitutionnel, c'est une ancienne professeure d'histoire géo qui n'avait pas brillé. Elle est vulgaire, elle est incompétente en droit et pas très élégante. Macron en a fait une sage. Êtes-vous étonné désormais des décisions du Conseil constitutionnel ? Il faut ajouter qu'Emmanuel Macron, d'après les indiscrets que nous avons de son entourage, est au courant du travail du Conseil constitutionnel parce qu'il y a des infiltrés. Il a nommé donc des sages, entre guillemets, pour faire le sale boulot. Et Régis de Castelnau fulmine. Et tous les crétins de la petite gauche d'acclamer le Conseil constitutionnel et Laurent Fabius. La décision qui censure 32 articles du texte de la loi sur l'immigration est simplement une monstruosité juridique et institutionnelle. Ces 32 articles sont ceux qui ont été rajoutés au texte présenté par le gouvernement lors du débat parlementaire. C'est sidérant de culot, puisque l'on sait très bien que depuis qu'il a inventé le concept de bloc de constitutionnalité, le Conseil statue non sur des bases juridiques, mais sur des bases directement politiques. Il faut bien comprendre ce que dit Régis de Castelnau. Ce gouvernement a abusé, vous vous en souvenez, du 49.3 contre l'esprit de la Constitution, puisque le père de la Constitution, je ne cesserai de le répéter, Michel Debré, avait expliqué que le 49.3 ne pouvait être utilisé que quand on avait la majorité. Le gouvernement l'utilise alors qu'il est minoritaire à l'Assemblée nationale. Mais voilà, pour cette loi immigration, Emmanuel Macron n'avait pas la majorité, puisque il avait les LR et le Rassemblement national qui étaient prêts à voter une motion de censure. Que fait-il ? Il associe les LR et le Rassemblement national pour faire voter la loi et il fait supprimer les articles qui ne lui plaisent pas par ses sbires, les membres du Conseil constitutionnel. D'où la colère d'Alain Houpert. La censure en grande partie du texte sur la loi immigration par le Conseil constitutionnel démontre que le gouvernement a instrumentalisé le Conseil à des fins politiques pour se décharger du débat parlementaire. C'est sans précédent et c'est inadmissible. J'ai lu sur les réseaux sociaux qu'Emmanuel Macron était qualifié de voyou. Certains trouvent ce terme, comment dirais-je, inadapté. Je vous en laisse juge. Alors, le résultat est assez hallucinant puisque tout le travail parlementaire des LR et du RN a été balayé, notamment
Tous ces articles ont été censurés, quotas migratoires annuels, relevé d'empreintes des étrangers, durcissement de l'accès aux prestations sociales pour les étrangers, resserrement des critères du regroupement familial, caution retour étudiante, fin de l'automaticité du droit du sol pour les enfants d'étrangers nés en France. Alors, que reste-t-il de cette loi immigration ? Eh bien, ce n'est pas une loi contre l'immigration, c'est une loi pour accueillir plus d'émigrés. Et oui, les deux articles phares qui sont adoptés, c'est la simplification des procédures en matière de droit d'asile, et notamment le fait que la Cour nationale du droit d'asile pourra statuer avec un juge unique dans certaines circonstances, ou encore l'article sur les régularisations des travailleurs sans papier dans les métiers en tension qui avait cristallisé les débats de l'automne et bien validé par les sages. Mais en même temps, est-ce qu'on devait s'attendre à autre chose ? Petit rappel, les directives européennes exigent des États européens qu'ils accueillent davantage d'immigration. Autrement dit, la loi Gérald Darmanin n'était pas une loi contre l'immigration, c'était au contraire, comme je vous l'ai montré, une loi pour accueillir davantage d'immigrés, pour se conformer aux exigences de l'Union européenne. Et tous ceux qui nous expliquent que l'on peut faire quelque chose en France malgré Bruxelles, eh bien, sont ni plus ni moins des menteurs parce que le droit européen prime sur le droit national. C'est ce que nous rappelle Philippe Murer, droit de l'Union européenne, de la CEDH sur l'immigration. Interdiction de refoulement des bateaux interceptés en haute mer. Le droit d'asile est imposé par l'Union européenne et l'Union européenne exige davantage de main-d'œuvre étrangère. Et ces clandestins sont quasi inexpulsables. Interdiction de l'expulsion collective des étrangers, article 19 du droit de l'Union européenne. Et il est très difficile d'expulser les fichiers S et même les terroristes parce que la CEDH, généralement, fait en sorte qu'ils restent dans l'Union européenne. Si nous voulons retrouver la maîtrise de nos frontières, il faut quitter l'Union européenne. Si nous voulons retrouver la souveraineté en matière d'immigration, il faut quitter l'Union européenne. Tout le reste, eh bien, c'est du blabla. Et les Français dans tout cela, est-ce qu'ils sont d'accord avec la décision du Conseil constitutionnel ? Lorsqu'on consulte les lecteurs du Figaro, de droite, même l'ensemble des Français, ils sont furieux. Loi immigration, êtes-vous satisfait de la suppression des mesures restrictives par le Conseil constitutionnel ? Non, à plus de 83%. On se rappelle que les sondages étaient à peu près dans la fourchette 70-80% pour une loi immigration sévère. Voilà, encore une fois, nous sommes en présence d'un déni de démocratie, un acte tyrannique orchestré par Emmanuel Macron, le roi de l'embrouille. Et tout cela au service de qui ? Au service des décérébrés de l'Union européenne. Lorsque j'ai lutté contre le traité de Maastricht en 1992, les européistes nous expliquaient qu'avec l'Union européenne, nous connaîtrions la prospérité. Eh bien, en 2024, regardons de plus près les résultats économiques de la France. Macron, 173,3 milliards d'euros. Le déficit de l'État a atteint un record historique en 2023. Celui-ci est supérieur de 2 milliards d'euros aux prévisions de la loi de finances de fin de gestion. Alors, Bruno Le Maire, on voulait mettre la Russie à genoux, c'est la France que vous êtes en train de mettre à quatre pattes. En dehors de 2020, l'année de la pandémie de Covid, c'est le record absolu de l'histoire de France. Éric Anceau, spécialiste de l'histoire mondiale des impôts. La France est le deuxième pays du monde le plus taxé après le Danemark, avec 47,5% du PIB en prélèvement obligatoire. La politique européiste qui est suivie par le tandem Le Maire-Macron est en train de ruiner notre pays. Et ce n'est pas l'indice des PMI, niveau d'activité économique de la France, qui va contredire ce que je dis, puisqu'il est au plus bas à 44,2 pour janvier 2024. Cela confirme, comme depuis des mois, la tendance d'une récession. La Macronie amène la France dans un mur avec une activité déprimée, une baisse inédite du pouvoir d'achat et bien sûr une augmentation des impôts. Ce qui n'empêche pas les ministres d'Emmanuel Macron de se vanter, de succès imaginaires. Prisca Thévenot, vous savez la cruche. Revalorisation des retraites, suppression de la taxe d'habitation, de la redevance audiovisuelle, baisse de la pression fiscale. Oui, depuis 2017, la majorité présidentielle unie derrière Emmanuel Macron relève le défi du pouvoir d'achat des Français. À quoi sert
de supprimer la taxe d'habitation si dans la foulée vous doublez la taxe foncière. Vous êtes vraiment des tocards. Et comme je viens de le dire, et comme vient de le dire Epoch Time, on n'a jamais eu autant d'impôts prélevés en France. Et oui, c'est l'éternelle filouterie d'Emmanuel Macron. Il vous donne d'une main ce qu'il reprend de l'autre. En pleine lumière, devant les caméras, il communique, il vous explique qu'il va baisser les impôts des classes moyennes. Et pendant ce temps-là, dans l'ombre des cabinets de Bercy, on augmente les taxes et les impôts. Le résultat, je viens de vous le présenter, la France est championne du monde des prélèvements obligatoires. C'est un titre dont on se passerait bien. Toujours dans les réussites de ce gouvernement, le chômage. France, le chômage en hausse pour le deuxième trimestre consécutif. Le nombre de chômeurs catégorie A sans activité a augmenté de 0,2% au quatrième trimestre 2023 en France entière, hors Mayotte, soit une hausse pour le deuxième trimestre consécutif portant le nombre de personnes inscrites à plus de 3 millions, selon les chiffres publiés jeudi par le ministère du Travail. En incluant l'activité réduite, catégorie B et C, le nombre de demandeurs d'emploi est en hausse de 1% au quatrième trimestre par rapport au trimestre précédent, soit 54 000 inscrits en plus et s'établit à 54 millions selon la direction des statistiques du ministère du Travail. Et que va faire Emmanuel Macron devant cette hausse du chômage ? Eh bien, il va faire la même chose. Lorsqu'il a fait voter la loi sur l'immigration et censurée par le Conseil constitutionnel, il va faire la même chose lorsqu'il réduit les impôts et les augmente à côté. Il va tenter une nouvelle embrouille. Durcir les règles de l'assurance chômage pour la 6e fois depuis 2017. À Davos, Macron promet une nouvelle réforme du marché du travail. Autrement dit, il va faire en sorte que les chiffres du chômage n'augmentent plus, non pas parce qu'il va y avoir plus d'activité, mais parce qu'ils vont trouver de nouvelles règles comptables pour exclure de vrais chômeurs des chiffres officiels. Alors la France sous Emmanuel Macron est résumée un petit peu par ce tweet. Le doublement des franchises médicales sera effectif fin mars, annonce le gouvernement. Augmentation de l'électricité, doublement des franchises médicales, baisse des indemnités et du chômage, augmentation des mutuelles et des cadeaux riches, nous l'avons vu avec les députés. Elle n'est pas belle la vie en France. Emmanuel Macron, qui met en place les directives européistes, est en train, ni plus ni moins, de ruiner notre pays. Les chiffres que nous avons en janvier 2024 sont sans appel. Il est normal dans ces conditions que les Français soient en colère et que les paysans manifestent. Mais attention à ceux qui veulent infiltrer les convois. La CGT demande à ses adhérents de rejoindre le mouvement des agriculteurs. Aucun paysan ne veut de ces syndicalistes qui pourrissent le pays depuis des décennies. En nous infiltrant, leur objectif est de nous détruire. Plus on se tient éloigné des syndicats, mieux l'on se porte. Il faut rappeler en quelques mots pourquoi Résistance paysanne a tout à fait raison. Autrefois, la CGT était un syndicat communiste anti-européiste. Mais aujourd'hui, tout a changé avec l'élection de Sophie Binet. Sophie Binet, c'est une conseillère en éducation. Ce n'est pas une ouvrière, c'est une fonctionnaire. Et comment est-elle arrivée à la tête de la CGT ? Parce qu'elle a été vice-présidente de l'UNEF. Vous savez, le syndicat socialiste qui forme tous les cadres que nous retrouvons parfois dans les gouvernements. Stéphane Séjourné a été aussi un militant de l'UNEF. Autrement dit, Sophie Binet, c'est le socialisme européiste. Pas de CGT dans nos rassemblements. Bien évidemment, la CGT veut manifester avec nous pour récupérer le mouvement, bien sûr. Rappelons quand même qu'elle a appelé à voter Macron, a expliqué Thierry, agriculteur, sur l'A7. Et oui, il faut être très vigilant parce qu'Emmanuel Macron a toujours joué la carte du pourrissement. Soit avec les syndicats, avec des négociations, soit avec des antifas pour salir et tout casser. Bravo à vous. Et les agriculteurs font également des contrôles. Et que découvrent-ils dans les camions ? De la viande brésilienne a été retrouvée dans un camion. Vous savez, cette viande brésilienne qui est au centre des accords du Mercosur. En pleine colère paysanne, l'Union européenne explique que l'accord avec le Mercosur est presque prêt. 99 000 tonnes de bœuf élevés dans des bâtiments et bourrés d'antibiotiques et d'hormones. 180 000 tonnes de poulet avec 0 droit de douane. Oui, l'Union européenne fait du mal à nos agriculteurs. Que dire de plus ? L'Union européenne détruit notre économie. Il s'agit désormais pour nous d'une question de survie. Il faut donc employer les grands moyens.
annonce à l'instant du lancement du blocus de Paris, ce vendredi par les agriculteurs en colère. Rappelons que selon un rapport de l'ADEME, Paris n'a que 3 jours d'autonomie alimentaire. Voilà, il faut bloquer les axes autour de Rungis et Paris. Les agriculteurs n'ont plus le choix. Il faut absolument faire plier ce gouvernement. Et ce qui est saisissant, c'est que les citoyens du monde vivent à peu près les mêmes situations parce qu'ils sont victimes des mêmes politiques. Les politiques européistes se retrouvent aux États-Unis parce que ce sont les politiques des mondialistes. Voyons ce qui arrive au Texas. Après une courte majorité, la Cour suprême des USA a validé ce lundi 22 janvier le retrait des barbelés sur une partie de la frontière texane avec le Mexique, une action souhaitée par l'administration Biden et contestée par le gouverneur républicain du Texas. Pour bien comprendre cette histoire, il y a plusieurs mois, le gouverneur républicain du Texas, Greg Abbott, avait mis des barbelés entre la frontière mexicaine et le Texas. L'administration Biden lui avait demandé à plusieurs reprises de les enlever. Ce serait illégal. Le gouverneur républicain du Texas refuse. La Cour suprême vient donc lui demander, exige, d'enlever ces barbelés. Mais voilà, il refuse également. Biden a donné au Texas un délai de 24 heures pour permettre à la patrouille frontalière d'enlever les barbelés, faute de quoi elle s'exposerait à des conséquences. Le gouverneur Abbott a fait savoir à Biden qu'il ne bougerait pas parce que s'il les enlève, c'est un déferlement d'immigration illégale. Et nous apprenons dans la foulée que 25 États des États-Unis ont signé une lettre promettant leur soutien au Texas et à son droit constitutionnel de défendre la frontière sud. C'est la moitié des États-Unis qui s'oppose à la tyrannie de l'administration Biden. Si votre État ne figure pas sur la liste, il est temps de bouger. Que cela soit en France ou aux USA, les peuples sont en train de se réveiller et ne supportent plus la dictature globaliste. Révélation en Angleterre, BBC et la pandémie. La BBC a été autorisée à déformer le risque posé par le pchout pour la plupart des gens afin de renforcer le soutien du public au verrouillage, a appris l'enquête britannique sur le pchout. Le professeur Mark Woolhouse, éminent épidémiologiste et conseiller gouvernemental, a fustigé la BBC pour avoir signalé à plusieurs reprises des décès ou des maladies rares chez des adultes en bonne santé comme s'ils étaient la norme. Il a déclaré que cela avait créé une impression trompeuse parmi les téléspectateurs de BBC News au début de la pandémie, selon laquelle nous sommes tous en danger et le virus ne fait aucune discrimination, le virus de la peur. En réalité, dit-il, on savait à l'époque que le risque de mourir du pchout était 10 000 fois plus élevé chez les plus de 75 ans que chez les moins de 15 ans. Mais le professeur Woolhouse a déclaré à l'enquête que la BBC n'avait pas corrigé ses reportages, déclarant « Je soupçonne que cette désinformation a été autorisée tout au long de l'année 2020 parce qu'elle a fourni une justification pour enfermer l'ensemble de la population, vous savez, les confinements. » Il a déclaré que des preuves supplémentaires de cela ont été fournies par un briefing daté du 22 mars 2020. Et en France, est-ce que nous avons vécu la même situation ? Bien évidemment, nous étions sur le mode virus de la peur. Il fallait terroriser les Français pour qu'ils acceptent les confinements avec toutes les conséquences qui ont suivi. Je vous renvoie au numéro justement sur la catastrophe sanitaire due au confinement. Si je résume cet entretien, loi sur immigration, embrouille de Macron, catastrophe économique du fait des politiques européistes, révolte paysanne et pendant ce temps-là à l'Élysée, eh bien, on fait la fête. Sinon, elle était sympa la soirée à l'Élysée hier soir avec les stars Rihanna et Kenji Girac. Visiblement au palais, on ne s'occupe pas trop du mouvement des agriculteurs tant que le champagne coule à flot, qu'on mange bien et que derrière on s'amuse sous les ors de la République. Le reste, on s'en fiche. On a l'impression de se retrouver en 1789. J'espère que vous avez apprécié cet entretien. Je vous souhaite un excellent week-end. À bientôt. Au revoir.